Alors, nous passons maintenant à notre seconde table ronde qui va être animée par Paul Amar, journaliste, avec des échanges autour de l'interrogation « L'universalisme, un projet d'avenir » avec Jérôme Guedj, député socialiste NUPES de l'Essonne, Mathieu Lefebvre, député du Val-de-Marne Renaissance, président du groupe d'amitié France-Israël, et Geoffroy Didier, député européen Les Républicains. Merci de prendre tous place pour cette deuxième table ronde. Bonsoir. Je suis très heureux. Je remercie Jonathan Arfi et la direction du CRIF de m'avoir invité à contribuer à cet échange. Je suis très heureux de pouvoir animer cette seconde table ronde sur le thème énoncé par le CRIF, l'universalisme, projet d'avenir. Voilà, j'observe, et vous l'observez avec moi, que ce titre est assorti d'un point d'interrogation, et j'imagine la difficulté à pouvoir répondre à cette question dans notre société démocratique, cela a été dit brillamment tout au long de cette soirée, dans notre société démocratique et républicaine vacille aujourd'hui et doute parfois d'elle-même. Donc évidemment, je laisserai ce soin à nos amis parlementaires qui répondront à cette question. Je me contenterai, en guise de préambule, de vous proposer une incursion rapide, très rapide, dans notre passé récent et de tenter de montrer à quel point cet universalisme est aujourd'hui menacé. Si l'on avait posé cette question il y a plus de 70 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier, rassuré par la création de l'ONU, aurait répondu à cette question par l'affirmative. L'ONU s'engageait en effet, je cite, à encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, aujourd'hui on dirait pour toutes et tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Aujourd'hui, l'ONU écoute, si j'ose dire, religieusement le président iranien, dirigeant d'un pays où des femmes éprises de liberté sont arrêtées, torturées et assassinées, et dans le même temps expulse l'ambassadeur d'Israël, État démocratique jusqu'à nouvel ordre, qui se contentait de brandir la photo de l'une de ces femmes assassinées. Si l'on avait posé cette question en 1989, lors de la chute du mur de Berlin, l'Europe de l'Ouest, rejointe à l'époque par une Europe de l'Est éprise de liberté, aurait elle aussi répondu à cette question sur l'universalisme par l'affirmative. Aujourd'hui, l'Ukraine, qui a adhéré à nos valeurs universalistes, parce qu'elle a adhéré à nos valeurs universalistes, est envahie, occupée par l'armée de Poutine, qui se moque bien de nos valeurs et qui agit en nostalgique de l'empire stalinien. Si l'on avait posé cette question au lendemain des attentats, terribles attentats de 2001 à New York, le monde entier aurait répondu par l'affirmative, réconforté par l'attitude des États-Unis et des pays occidentaux, dans la France d'ailleurs, déterminés à éradiquer ce terrorisme islamiste à sa source en Afghanistan, donc à envoyer des troupes en Afghanistan pour tenter de lutter contre ce terrorisme et pour aider à la constitution et à la création d'un État de droit. Aujourd'hui, les femmes afghanes, tout le peuple afghan, otages des talibans qui sont au pouvoir, doivent se sentir bien seuls et bien abandonnés par les tenants de notre universalisme. Alors, pardon d'être un peu provocateur ce soir, l'universalisme, projet d'avenir ou relique du passé? Si l'on m'avait posé cette question dans les années 60-70, moi j'aurais répondu par l'affirmative, et je le dis devant Jérôme Guedj, même si je suis plus âgé que vous. On a un peu la même histoire. J'étais avec ma famille arrivé d'Algérie après la guerre et j'ai grandi dans une cité ouvrière, Villeurbanne, adossée à Lyon, avec mes camarades portugais, italiens, espagnols. Et on s'est construits les uns et les autres autour d'une même langue, le français, autour d'un même drapeau, bleu, blanc, rouge, et autour de ces valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Mais ce rêve que nous avions d'une France multiple, diverse, apaisée, a pris fin, années 80, avec l'irruption, je devrais dire le retour de l'extrême droite, notamment Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui, je le dis devant nos parlementaires,
me semble marcher inexorablement vers le pouvoir, puis par les islamistes qui sèment la terreur. Alors, je veux être honnête, je ne placerai pas ces deux forces sur le même plan. Les uns se contentent d'invectiver, parfois d'insulter, parfois même notre propre mémoire, quand les autres assassinent. Mais l'activisme des uns et la cruauté des autres ont eu pour conséquence de placer notre société sous tension extrême, permanente, de la fragiliser, de la fragmenter, de la fissurer et parfois même de la tribaliser. Et cela, pardon Jérôme Guedj, sous le regard d'une extrême gauche qui a choisi ses amis, Jérémy Corbyn, Salah Hamouri, Médine, notoirement antisémite, et qui ajoute ainsi à cette tension. Alors comment mettre fin à cette tension? Comment réintroduire le lien? Comment faire en sorte que le droit l'emporte sur la force, que l'humanisme l'emporte sur l'ensauvagement? Alors ces questions s'adressent, je vais employer ce terme à dessein, aux élus de la nation. Et Dieu sait que ce mot compte pour nous. Élus, c'est un terme très fort, qui induit pour vous une immense responsabilité et un devoir. Vous avez pour mission, contrairement à nous, qui faisons le constat, vous avez pour mission de changer le cours des choses. Et à supposer que vous fassiez évidemment le même constat. Alors ce sera ma première question aux uns aux autres. Universalisme, je vais être encore une fois provocateur en reprenant la formule. Mathieu Lefebvre, projet d'avenir ou relique du passé? Merci beaucoup, Monsieur Amar, et merci à Jonathan pour son invitation. C'est un thème absolument passionnant. Et avant de commencer, je demandais à Jonathan s'il avait déjà cité une phrase qu'il cite souvent du rabbin italien Elie Bernamoseg qui dit le particularisme comme fin et l'universalisme... Non, pardon, l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen. C'est bien la preuve que dans cette tension entre le particularisme et l'universel, il y a une motion, il y a un principe de mouvement. Et c'est pour ça que cette table ronde, dans le fond, elle s'intéresse d'abord à l'avenir. L'universalisme, il est aujourd'hui beaucoup challengé. C'était une promesse d'émancipation en 1791. Ça a été longtemps vécu comme une forme d'oppression au nom de la tyrannie de la majorité. Et dans le fond, on retrouve dans l'histoire de la République cette tension permanente. Et aujourd'hui, l'universalisme, il est encore plus challengé. C'est-à-dire que l'universalisme est challengé par des assignations identitaires qui sont, je crois, contraires à la promesse républicaine. Et cette promesse républicaine, elle est circonscrite en France. On a un universalisme qui n'est pas n'importe quel universalisme. C'est un universalisme un peu oxymorique et particulier. C'est l'universalisme à la française, qui a peut-être péché à bien des époques par une forme de grandiloquence, considérant que parce qu'on était universaliste à la française, on devait encore plus renier les particularismes. Mais pour répondre à votre question, moi je crois qu'il y a deux raisons qui font que le particularisme est en danger aujourd'hui. La première de ces raisons, c'est que le commun est assez vide de sens. Et là, vous avez raison, c'est à nous, politiques, quelles que soient nos sensibilités, que de retrouver du commun. Quel est le sens du commun aujourd'hui? Qu'est-ce que l'universalisme à la française aujourd'hui? Je pense qu'on est bien peu nombreux à pouvoir le décrire. Au moment où l'école, je le dis sans embâche, n'est plus un lieu véritablement d'émancipation, au moment où les réseaux sociaux anonymes ont pris le pas sur la dimension culturelle, sur les grandes centrales syndicales, sur les grandes centrales cultuelles, nous n'avons plus de commun. Et quand nous n'avons plus de commun, il ne faut pas s'étonner que les assignations identitaires fassent leur retour. Et de ce point de vue, il y a une deuxième raison. Pardon. La deuxième raison, c'est que la promesse universaliste, elle était aussi nourrie par les droits et la conquête des droits. Et force est de constater que les droits, aujourd'hui, dans les grandes démocraties, ont été conquis. Donc quand on n'a plus de droits à offrir, évidemment, on se retranche derrière ces particularismes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en tant que politique, une responsabilité qui est une responsabilité majeure pour réenchanter et retrouver du commun. Le lien avec ce qu'on a appelé dans les années 50-60 la conscience juive, et j'ai entendu ce qu'a dit Haïm sur la conscience diasporique, il est évident. Je pense que la conscience juive, elle est traversée par cette articulation entre le particulier et l'universel, entre le dehors et le dedans. Et c'est d'ailleurs ce qui est
extrêmement dangereux, parce que ce qui est au fondement de l'antisémitisme pointe évidemment cette tension. Mais je crois qu'on doit le voir autrement. Je ne serai pas plus long sur votre première question, mais on doit et on peut le voir autrement et penser que cette articulation entre le particulier et l'universel, entre le diasporique et l'État d'Israël, qui est inhérent à la conscience juive, est un principe de motion également, qui peut nous permettre de dépasser cette contradiction et d'éviter deux écueils qui seraient de n'admettre uniquement l'universalisme et d'exclure totalement l'universalisme. Geoffroy Didier, sur cette question. Merci Paul Amar. Je commencerai par vous dire que je suis d'accord avec votre diagnostic de départ. Le simple fait que vous ayez été contraint d'intituler cette table ronde sous forme interrogative et non affirmative est bien le signe qu'il existe un malaise aujourd'hui dans la société française. Je dis bien un malaise. Parce que ça signifie tout simplement que l'universalisme ne va plus de soi, qu'il n'est plus une évidence et qu'il est redevenu un combat politique, un combat culturel. Et pour cause. Parce que lorsque vous prenez les données du ministère de l'Intérieur, alors que les Juifs de France représentent environ 1% de la population française, vous voyez que l'antisémitisme représente 62% des actes anti-religieux. L'antisémitisme, c'est 1/3 des actes anti-religieux. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il existe un antisémitisme systémique, ni qu'il existe un racisme systémique. Je suis là pour vous rappeler, évidemment, si cela devait être rappelé auprès de vous, qu'il y a un antisémitisme en France et qui doit être combattu avec force. Et j'irai même plus loin. Je vais dire qu'il y a aujourd'hui une banalisation de l'antisémitisme. Et là-dessus, je voudrais évidemment m'adresser au président du CRIF, à Yonatan, pour lui dire que le fait d'avoir entendu publiquement un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a rassemblé quand même 20% des électeurs en France, notamment beaucoup de jeunes, dire que le président du CRIF pouvait être d'extrême droite, c'est une honte, c'est une indignité. Et le problème, c'est que cette banalisation, nous parlons de nous et de la société française, mais elle dépasse les frontières. Il suffit d'écouter les déclarations de Mahmoud Abbas, il suffit d'écouter celles du président des Comores, qui est le président actuellement de l'Union africaine. Il suffit même parfois de lire les tweets d'Elon Musk pour s'inquiéter de cette banalisation rampante et inquiétante, là aussi, que nous devons combattre. Alors, puisque nous sommes des élus de la République et de la Nation, nous devons évidemment trouver des solutions, même si nous ne disposons évidemment pas de baguette magique. La solution, c'est mener le combat de l'universalisme. D'abord, parce que c'est une tradition républicaine. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous naissons libres et égaux en droit. C'est la philosophie des Lumières. C'est la philosophie du décret du 27 septembre 1791. Mais pas seulement. Nous ne devons pas défendre et combattre pour imposer à nouveau l'universalisme parce que ce serait un principe républicain et une tradition qui serait perdue, mais aussi, et ça c'est une question de conviction, parce que c'est un projet sain. C'est un projet sain parce que dans mon esprit, l'universalisme, il n'enferme pas, il ne nie pas les différences, bien au contraire. Il les respecte, il leur permet d'exister parce qu'il les transcende. Et au fond, l'universalisme, il reconnaît les identités, il reconnaît les particularismes dont tu as parlé, Mathieu, et il empêche de nous emmener vers des dérives qui sont d'une part le communautarisme et d'autre part l'individualisme. Selon moi, l'universalisme, tout comme la laïcité, ne doivent pas être des religions en soi. Pour moi, l'universalisme et la laïcité ne sont pas des buts en soi. Ce sont en revanche des nécessités au regard des abus. Ce sont des antidotes
face aux dérives actuelles, notamment celles que j'ai décrites, et enfin des outils de combat face à toutes celles et ceux qui ont décidé d'instrumentaliser la religion, les religions, et notamment l'islam à des fins politiques. Et je terminerai par vous dire que ce combat, nous allons devoir le mener parce que nous ne l'aurons pas. En face, l'offensive, elle est forte. Cette offensive, elle est multiculturaliste. Alors, moi, à titre personnel, au départ, je n'ai rien contre le multiculturalisme. J'ai vécu 4 années aux États-Unis, j'ai étudié dans des universités américaines, j'ai vu à quel point les religions pouvaient, de manière même ostentatoire, coexister sur les campus américains, et là-bas, ça fonctionne plutôt bien. En revanche, je pense que le multiculturalisme est un danger, voire un poison en France, car il n'est pas du tout adapté au modèle français. Et surtout parce que je pense que cette politique de la différence en France a été malheureusement détournée, dévoyée, instrumentalisée, et elle est devenue racialiste, indigéniste, wokiste, mais en fait, pour régler des comptes, pour exacerber les fractures et pour organiser une concurrence des mémoires totalement inadmissible et insupportable. Et comme par hasard, tous ceux qui se disent indigénistes, racialistes, qui luttent contre l'universalisme et qui font l'éloge de la différence, s'arrangent toujours, par complotisme, par antisionisme, à se retrouver antisémites. Je crois, et j'en terminerai, que les politiques différentielles sont en fait un poison. Je crois à la nécessité d'un cadre unique. Je crois à la nécessité de défendre, par exemple, la loi de 2004 à l'école publique. Je suis totalement défavorable au port de l'abaya dans l'école publique, comme je suis défavorable, parce que c'est la loi, toute la loi, et rien que la loi, à ce qu'il y ait des tenues ou des signes ostentatoires de religion, quelle qu'elle soit à l'école publique. Mais ce que je veux, ce que j'aime, ce que nous devons défendre, c'est ce modèle français qui, d'un côté, à l'école publique, garantit la laïcité pour respecter les différences, et de l'autre, qui permet aussi d'avoir des écoles confessionnelles, et notamment juives. Je vous remercie. Merci Geoffroy Didier. Alors Jérôme Guedj. Merci. Diagnostic. Alors d'abord, je veux vraiment remercier le CRIF et Yonatan Arfi pour cette invitation, parce qu'un peu, moi, comme Haïm Korchia, pas parce que c'est mon anniversaire, mais parce que cette date du 27 septembre, elle résonne. Et peut-être pour tordre le cou à ce que disait Dominique Schnapper tout à l'heure, moi, adolescent, j'avais 17 ans, quand dans ma ville, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française de 1989, la municipalité, c'est Massy pour ne pas la nommer, et la communauté juive de Massy ont apposé une plaque commémorative du décret du 27 septembre. Et donc à 17 ans, j'ai découvert, parce que je dois le dire qu'à l'école, personne ne m'avait parlé du décret du 27 septembre 1791, comme étant précisément un des moments fondateurs, pas uniquement pour la communauté juive, évidemment, pas uniquement pour la Révolution française, mais évidemment pour la République. Et comme moi j'aime les défis auprès de Yonatan Arfi, donc j'ai compris que tout à l'heure on allait avoir comme cadeau un fac-similé, mais là je veux vraiment remercier un des bibliothécaires de la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui m'a apporté l'original du décret de 1791 qui est ici, en tous les cas, et donc il a été apporté parce que ça n'a pas le droit de sortir, donc il est là. Et j'en profite pour vous dire, parce que en préparant ça, j'ai découvert cette chose, c'est que l'abbé Grégoire a été le premier bibliothécaire de l'Assemblée nationale. Et je trouve assez fascinant que celui qui participe à l'émancipation des Juifs, dans la construction de l'Assemblée nationale et de ce que le comité d'instruction publique dit à l'époque, en disant nous avons besoin d'un lieu de documentation pour tous ceux qui vont préparer la loi, et bien que ce soit celui qui a ouvert l'accès à la citoyenneté pour les hommes et les femmes de la religion du livre, qui soit lui-même le bibliothécaire de cette Assemblée nationale naissante. Et je veux, avant de répondre à la question, mais pour faire le lien,
entendre la voix de l'abbé Grégoire quand, dans sa motion en faveur des Juifs, il utilise ce terme d'universel. Il dit « Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre les peuples, et sur eux comme sur vous, la Révolution étend son voile majestueux, enfants du même père, dérobez tout prétexte à la haine de vos frères, qui seront un jour réunis dans le même bercail, ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes, et qu'enfin, le Juif accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son ami. » Le message à la fois de fraternité et d'universalité est inhérent au décret de 1791. Alors, ce détour pour répondre maintenant à la question contemporaine qui nous est posée, parfois avec des détours inédits. Évidemment que l'universalisme est un projet d'avenir, parce qu'il est consubstantiel au projet républicain. Que l'émancipation individuelle et collective est consubstantielle au projet républicain. Mais une fois que j'ai psalmodié ce mantra, comme tant d'autres avant moi, force est de constater que cette promesse républicaine d'universalisme dans les fondements de celle-ci, la liberté, l'égalité, la fraternité, se fracasse, et que c'est le doute dans cette promesse républicaine qui abîme d'abord et avant tout le message universaliste. Dit autrement, nous pouvons continuer à dire que point de salut hors de l'universalisme. Et moi, je suis un républicain que j'espère conséquent. Alors, pardon, mais je donne crédit à votre analyse. Je suis secrétaire national à la laïcité du Parti socialiste. Alors, je ne pense pas que j'ai été choisi dans cette fonction en raison de mes convictions religieuses. Je pense que je le suis parce que... Non, je ne crois pas, Dominique. Et nous sommes nombreux, fort heureusement, à ne considérer qu'il n'y a pas besoin d'être juif pour être un laïc conséquent à gauche. Mais nous avons à identifier là où ça coince. Et je veux le dire, puisque la chose a été mentionnée. Ce projet universaliste émancipateur n'a de sens que s'il se colte le sens même du projet républicain. Et le projet républicain n'est pas qu'incantatoire. Il n'est pas que promesse virtuelle. Et qu'à chaque fois qu'un des éléments du triptyque républicain ne se vérifie pas, alors la promesse républicaine s'abîme et l'universalisme avec lui. Et donc revisiter l'universalisme, c'est assumer de remettre un contenu offensif à cette promesse républicaine. Alors moi, je suis socialiste, et dans la continuité de Jean Jaurès, je considère que la République est sociale, c'est-à-dire qu'elle fait des individus émancipés dans la sphère démocratique, mais qui se battent pour la justice sociale, dont je considère qu'elle se noue dans deux des termes du triptyque républicain au moins, ceux d'égalité et ceux de fraternité. Et quand on évoque les alliés qu'on doit avoir dans ce combat universaliste, eh bien, ils ne peuvent écarter personne. Ils doivent embrasser. Alors, je vais tout de suite répondre à la pique un peu gratuite de Paul Amar, mais je m'y attendais. Dans le combat contre l'antisémitisme, qui doit être évidemment universaliste, et Chaim Korcha l'a bien dit tout à l'heure, si les Juifs sont seuls à porter ce combat, alors il est perdu d'avance. Et j'espère que vous êtes tous convaincus que le combat contre toutes les formes d'antisémitisme qui ont été rappelées, celui historique de l'extrême droite et sa permanence, celui renouvelé sous forme d'antisionisme parfois, d'islamisme souvent, de critique et de reprise des préjugés classiques sur les Juifs ont de l'argent, et qui n'ont pas toujours été l'apanage de l'extrême gauche. Parce que je trouve que c'est faire insulte, y compris à ce qu'a été l'histoire de l'extrême gauche dans ce pays. Rappelez-vous qu'il fut un temps où les bureaux politiques de la LCR voyaient Krivine et Weber parler en yiddish pour que Ben Saïd ne comprenne pas.
que donc cette tradition à gauche, et y compris à l'extrême gauche, de lutte contre l'antisémitisme, d'attachement à la République, de grâce, ne la passez pas par-dessus bord. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, considérant aujourd'hui que, pour des raisons évidentes que je partage, de dérive d'une partie de ceux qui combattent à gauche ou l'extrême gauche, je ne sais pas quel est le bon terme, mais que le meilleur moyen, c'est de ne pas s'aliéner la totalité des alliés dont nous avons besoin dans ce combat. On peut décider d'un cercle de la raison qui se rabougrira au fur et à mesure des invectives qui seront prononcées contre tel ou tel. Moi, j'ai besoin de tout le monde pour lutter contre l'antisémitisme. J'ai besoin de dire à ceux à gauche, on a besoin de dire à gauche comme à droite, parce que je peux vous assurer, les antisémites, c'est comme les juifs, ils sont partout. Voilà. Ils sont vraiment partout. Et sur les bancs où je siège et où je vais retourner tout à l'heure à l'Assemblée nationale, je peux vous dire que je connais des antisémites à l'extrême droite, à Renaissance, chez les socialistes, chez les communistes, chez les insoumis, chez les Verts. Le premier qui me dit qu'il n'y a pas d'antisémites dans toutes les couches de la société se trompe lourdement. Et que donc le combat que je souhaite mener, ce n'est pas de séparer et de considérer que tel ou tel n'est pas fréquentable pour mener ce combat. Il doit se vérifier dans des actes. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, et je termine par là parce que j'ai compris que je suis déjà trop long, on n'est pas dans le déni du début des années 2000, qui a été reproché à Lionel Jospin et à une partie de la gauche à un moment de ne pas voir ce qu'était la réalité du nouvel antisémitisme. Aujourd'hui, il n'y a aucun déni. Par contre, il manque de combattants dans un certain nombre de combats à mener ensemble. Voilà. Et moi, je souhaite, et j'ai déjà eu une discussion avec Yonatan Arfi et avec tant d'autres, qu'on puisse être capable de les mener ensemble plutôt que de considérer qu'on se recroqueville. C'est ça le propre de l'universalisme, pas uniquement dans le combat contre l'antisémitisme, mais aussi dans le combat contre tous les racismes qui abîment la promesse républicaine autant que l'antisémitisme. Merci, Jérôme Guedj. Non, c'est un échange apaisé que nous devons avoir. D'ailleurs, je tiens à remercier Jérôme Guedj pour sa présence ici. Il savait très bien qu'il allait rencontrer quelques critiques. Je vous entends, Jérôme Guedj. Je dois dire, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, que quand les Insoumis ont tenté de faire adopter par l'Assemblée nationale un texte faisant d'Israël un État apartheid. C'était les communistes pour l'histoire pure et parfaite. C'est une résolution, une résolution communiste de Fabien Roussel. Non mais il faut juste nommer les choses. J'ai déjà dit ce que les Insoumis faisaient de leurs relations et de leurs amis. Je ne vais pas en rajouter. Je dois dire que vous avez été courageux à ce moment-là et que vous êtes souvent courageux, mais aussi bien seul. Vous parlez de la gauche. Je crains que l'extrême gauche, j'ai bien dit l'extrême gauche, je ne parle pas du Parti socialiste auquel vous appartenez, oublie le mot gauche et ne pense qu'au mot extrême. Et précisément, messieurs, ma question s'adresse à tous les trois d'ailleurs. Vous avez un propos fort sur l'universalisme que vous défendez, mais qui contraste avec l'état du système politique qui est le nôtre, qui est celui de la démocratie libérale. Il suffit de faire un tour du monde assez rapide pour voir à quel point, de l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Amérique, ses constraintes, et par l'Europe, on voit ce qui se passe à nos portes aujourd'hui, pour voir à quel point la démocratie libérale est atteinte et fragile. Et pour en revenir à la France, est-ce que vous ne craignez pas, vous, dit parti de gouvernement, d'être pris en étau par deux forces qui occupent actuellement les médias, d'ailleurs une occupation inversement proportionnelle à leur force réelle, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui vous asphyxient complètement, les Républicains, qui vous permettent encore de survivre et qui ont permis à Emmanuel Macron de gagner 2 fois face à Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr qu'en 2027, ce soit le même scénario. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être pris complètement en étau et de voir avec la complicité parfois des médias ces deux forces occuper à ce point le temps médiatique et le temps politique et l'espace? Merci, Paul Amar. J'ai envie de vous répondre. Je ne voulais pas faire de réponse politique parce que je pense que l'universalisme, c'est un sujet politique, mais ce n'est pas un sujet politicien. Mais je voudrais juste dire en toute amitié à Jérôme Guedj qu'on voudrait plus de Jérôme Guedj à la NUPES. On voudrait que des Jérôme Guedj. Vous nous dites, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt,
il y a aujourd'hui un antisémitisme de gauche et d'extrême gauche, et trop de coïncidences ne sont pas des coïncidences. Geoffroy Didier l'a rappelé, régime d'apartheid, Corbyn, Salah Hamouri, le Veldiv, l'insulte contre Yonatan Arfi. Et de ce point de vue, j'imagine les débats politiques qui sont les vôtres, mais les huées de la salle ne sont pas contre vous, elles sont contre... non, elles ne sont pas contre vous. Et Jérôme Guedj a beaucoup de courage d'être là aujourd'hui, Paul Amar l'a rappelé. Mais elles sont contre cette association qui fait que l'arc universaliste que vous appelez de vos voeux, Jérôme Guedj, on ne peut pas le mener, je vous le dis très clairement, avec des gens qui ne voient pas le problème à inviter un rappeur antisémite à leurs universités de rentrée. Moi, je suis très heureux de débattre avec vous, et c'est passionnant parce que vous êtes un républicain et vous avez une histoire politique qui est une histoire républicaine. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'histoire politique républicaine, et je ne veux pas débattre avec eux. Voilà, c'est une chose différente. Et je pense que c'est ça qui est important dans le combat contre les extrêmes. Non, mais je pense qu'on ne débat pas, mais je vais vous dire. Parlons de Médine. Médine, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à ce que cet individu se drape dans le Parisien et nous dise « Je suis le premier défenseur du combat contre l'antisémitisme ». Ce renversement de valeurs, je vous le dis, il ne porte pas préjudice à l'Assemblée nationale, à Europe Écologie Les Verts, il porte préjudice à notre République. Voilà. Et ça, c'est un problème parce que c'est une atteinte au débat démocratique lui-même. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne veux pas débattre avec ces gens-là. Je voudrais vous répondre sur l'universalisme. La critique que vous formulez, c'est une critique, dans le fond, je le dis vraiment sans aucune injure, mais historiquement, c'est une critique marxiste. Ce sont les droits effectifs. Vous nous dites, il n'y a pas d'universalisme en vrai, et c'est la raison pour laquelle il y a un repli sur les particularismes. Je suis d'accord avec vous sur la première partie. Il n'y a pas d'universalisme véritable, il y a une forme d'universalisme abstrait. Quand on parle de droit à l'égalité, d'égalité, il n'y a pas d'égalité effective. Évidemment, il faudrait être bien naïf pour le dire. Et on doit œuvrer, on a des divergences d'appréciation avec M. Didier, avec vous-même, sur la façon d'y parvenir. Mais enfin, ça ne doit pas justifier pour autant le droit à un particularisme. Ça ne doit pas justifier pour autant des combats pour des réunions intersectionnelles. Ça ne doit pas justifier pour autant des combats pour la défense de l'abaya. Ça ne doit pas justifier pour autant des combats pour avoir des réunions non mixtes ou non racisées. On a le sentiment que le repli identitaire et l'assignation identitaire est une réponse à une promesse sociale qui n'a pas été tenue par les partis de droite, par les partis de gauche, par les partis du centre, et je veux bien prendre toute ma part. Mais enfin, ça n'est pas du tout la même chose. Et moi, je serai toujours à vos côtés pour essayer de défendre un universalisme en actes et dans les faits, et vous avez raison de le faire. Mais je ne peux pas accepter ce dévoiement du combat contre l'universalisme, parce que derrière cela, il y a une concurrence des mémoires, une concurrence des identités. Et pardon de le dire ici, mais on parle de l'universalisme de la lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, il a aussi un particularisme et une singularité qu'il faut à jamais lui reconnaître. Voilà. Parce que la Shoah est un fait singulier dans l'histoire des hommes. Et de ce point de vue, je crois que nous ne devons pas dériver vers ce type de combat. Geoffroy Didier. Pardon. Je ne partage pas les options politiques de Jérôme Guedj, mais le fait qu'il soit là ce soir mérite d'être non pas sifflé ou hué, mais précisément applaudi. Absolument. Parce qu'en fait, je ne suis pas de gauche, je n'aime pas la gauche, mais il est la gauche quand même qu'on aime. C'est-à-dire que, et là je suis sérieux, c'est-à-dire que je crois qu'il faut, pour répondre à la question de Paul Amar sur les populismes, il faut que nous tous républicains, sans parler de cercle de la raison, mais que nous trouvions les voies et moyens pour recréer un clivage droite-gauche, celui auquel je reproche au président Emmanuel Macron d'avoir fait fi, parce que justement, je pense qu'il est sain d'avoir des idées opposées, de confronter nos points de vue, mais toujours dans un cadre républicain. Et effectivement, Jérôme, le fait que tu sois obligé de faire référence à Alain Krivine pour démontrer que l'extrême gauche n'a pas toujours été antisémite est mauvais signe.
parce qu'Alain Krivine, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on entend et que tu ne partages en rien de la part des leaders d'extrême gauche est particulièrement inquiétant, avec des références historiques, prétendument historiques, fallacieuses, encore comme celle concernant Doriot il y a quelques jours seulement. Donc, notre combat, et là je m'exprime en tant que député au Parlement européen, il va être de lutter contre ce qui paraît seulement inexorable. C'est cette vague populiste qui est en train de déferler quasiment partout en Europe et dont on se dit chaque jour, au regard de la situation qui se détériore, que rien ne devrait nous en épargner. C'est vrai. Mais moi, je ne crois pas du tout au fait qu'une femme, certes qui aime les chats, certes qui est désormais sympathique d'apparence, mais qui est quand même l'héritière d'une famille politique d'extrême droite, puisse un jour présider la destinée d'un peuple aussi complexe, aussi lumineux, pour reprendre une expression du grand rabbin, que celui du peuple français. Mais il ne suffit pas de l'espérer, de le dire, de le crier, parce que je crois que nous sommes à peu près tous convaincus. Ça va être un combat, comme je vous parlais tout à l'heure du combat de l'universalisme. Ça va être un combat politique. Et ce qu'il faut absolument, c'est que on agisse, en fait. Moi, je voudrais juste vous donner, pour terminer, et avant de vous quitter, parce que malheureusement, j'avais promis de partir à 20h30 pour un rendez-vous professionnel, je voudrais juste vous dire que, par exemple concret de ce qu'on fait au Parlement européen pour lutter contre les dérives antisémites et pas seulement antisémites. On a fait voter un texte qui s'appelle le DSA, Digital Services Act, qui est un règlement européen, non pas une directive, mais un règlement, donc d'application stricte, immédiate, qui ne nécessite même pas de transposition en droit français, qui s'impose donc à tous les pays européens, et qui est la première régulation au monde des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux véhiculent ce qu'il y a de meilleur, ça nous permet de nous divertir, de nous informer, d'échanger ensemble, mais aussi ce qu'il y a de pire. Évidemment, les fake news, qui sont en train de déstabiliser les démocraties, on va le voir lors des élections européennes, et aussi évidemment lors des élections américaines, où des influences russes vont essayer de déstabiliser les élections américaines pour faire réélire Trump afin de créer la zizanie en Europe, des appels à la violence, comme notamment ceux qu'on a vus pendant les émeutes urbaines de juillet dernier, et évidemment les menaces de mort, les insultes racistes, xénophobes, antisémites, qui sont totalement inadmissibles. Et jusqu'ici, les réseaux sociaux, se réfugiant derrière leurs conditions générales d'utilisation et le premier amendement de la Constitution américaine selon laquelle la liberté d'expression doit être absolue, disaient « mais nous ne sommes que de simples véhicules et nous ne sommes en rien responsables des contenus que nous hébergeons ». Alors qu'en fait, ils étaient devenus des acteurs publics. Alors qu'en fait, les Google, Facebook, WhatsApp sont devenus des entreprises privées aussi puissantes que des États. Et donc, l'Europe a pris ses responsabilités. Et là, nous avons travaillé au-delà des clivages partisans et nous avons trouvé un accord politique substantiel, le premier dans le monde qui dit tous les contenus manifestement illicites, et évidemment que tous ceux qui sont des insultes antisémites en font évidemment partie, doivent être retirés, et c'est une obligation légale, doivent être retirés sans délai de ces réseaux sociaux. Alors bien sûr qu'il va continuer à avoir des contenus illégaux encore pendant de longs mois, voire de nombreuses années. Bien sûr que nous ne prétendons pas supprimer la haine. En revanche, on peut lutter contre sa banalisation et sa diffusion. Et nous avons pris nos responsabilités, parce qu'évidemment, il ne suffit pas de voter les lois, il faut les faire appliquer, les faire mettre en œuvre. Nous avons décidé de frapper au portefeuille ces entreprises avec des sanctions qui pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial et même jusqu'à la suspension, voire la suppression de ces réseaux sociaux sur le marché européen, qui est quand même le premier marché de consommateurs au monde. Ça veut dire concrètement que demain, après-demain, dans quelques mois, voire dans quelques années, si il continue à exister des insultes, des menaces de mort de nature antisémite, raciste ou xénophobe, eh bien, les réseaux sociaux devront payer plutôt que de s'en laver les mains, comme c'était le cas jusqu'ici. Et moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est que ce qui n'est pas toléré dans la rue
ne soit pas non plus désormais tolérée en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut se permettre de diffuser impunément sa haine, parce qu'il y a derrière les réseaux sociaux, derrière les faux comptes, des hommes et des femmes qui, empreints de frustration et de haine, tentent de véhiculer cette haine. Luttons contre ça, et ça, c'est du concret. Merci Geoffroy Didier. Je vous laisse repartir. Voilà, vous devez partir à 20h25. Merci d'être resté quelques minutes de plus, mais je pense que vous allez très vite conclure. Jonathan Arfi, un mot de conclusion, Jérôme Guedj et Mathieu Lefebvre. Merci Geoffroy, au revoir. C'est pas une question de courage de venir parler devant vous. Je suis très à l'aise avec le CRIF. Et je l'ai toujours été dans les accords et dans les désaccords que je pouvais avoir avec ceux qui portent dans le débat public la parole de la communauté juive de France et des institutions qui la composent. Je ne suis pas à l'aise, en revanche, dès qu'il est question justement de s'aliéner ceux qui peuvent et doivent être des alliés dans le combat républicain et dans le combat contre le racisme ou l'antisémitisme. Parce que voyez-vous, quand je croise un antisémite, la première chose que j'ai envie de faire, c'est le faire changer d'avis, pas de considérer qu'il est perdu pour la cause ad vitam aeternam. Et là, ça renvoie à la question que malheureusement on n'a pas, hormis dans la dernière intervention de Geoffroy, pu totalement aborder. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quels sont les actes que nous posons dans le corpus juridique, et il y a matière à progression, et aussi quels sont les actes que nous posons là où c'est essentiel, dans la question éducative, dans la question de la formation, dans la question de la transmission. Je vous prends un exemple très provocateur. Yann Moix, à 25 ans, c'était un antisémite dégueulasse. Voilà. C'est aujourd'hui Yann Moix. Voilà. Aujourd'hui, c'est un philosémite convaincu, un combattant de la lutte contre pour la lutte contre l'antisémitisme. Et moi, je préfère la trajectoire qu'il a faite au gré de ses rencontres avec des gens qui ont compté pour lui, je pense à Bernard-Henri Lévy ou d'autres, plutôt que l'inverse. Plutôt que de considérer que des gens aujourd'hui infréquentables, et moi, dans mon action d'élu local pendant 20 ans, ou aujourd'hui comme parlementaire, c'est pas de considérer que nous sommes dans une fièvre obsidionale, vous savez, celle des assiégés qui pètent les plombs parce qu'autour d'eux, ils voient en effet cette vague populiste arriver, mais de organiser les réponses qui peuvent être apportées. Et là, je peux vous dire que j'ai besoin de tout le monde. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand vous avez... Moi, j'ai des adversaires en face. Je vais même vous dire quelque chose d'affreusement provocateur. L'extrême droite est héritière de cette extrême droite raciste, antisémite, qui a noirci l'histoire de France. Et donc, je pourrais avec facilité dire comment des gens ont pu élire comme vice-président de l'Assemblée nationale des députés du Rassemblement national. Moi, je n'ai pas voté pour eux. Les députés de Renaissance ont voté pour eux. Et donc, je pourrais vous jeter l'opprobre de manière absolue en disant mais comment vous pouvez condamner l'extrême droite et voter pour eux alors que rien ne vous obligeait à voter pour eux? Je ne le fais pas. Je le fais politiquement. Mais je ne le fais pas en partant du principe que le jour où on pourra constater que, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, il y a des assistants parlementaires de députés RN qui sont des gudards avec qui j'ai échangé des coups de poing quand j'étais à Sciences Po. Voilà. Et je connais parfaitement leur antisémitisme. Et on connaît ceux de plein de générations identitaires ou à d'autres endroits qui continuent à irriguer dans cette formation politique. Et je ne voudrais pas que ça soit passé un peu sous silence, sous prétexte que le discours est plus policé et qu'ils s'en prennent matin, midi et soir à une autre partie de nos concitoyens, en l'occurrence nos concitoyens d'origine musulmane. Et donc moi, je ne désespère pas, jamais. Et je pense que c'est plutôt cette coalition qu'on doit essayer de construire. Voilà. Et moi, je mène la baston. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait plus de Jérôme Guedj au Parti socialiste ou à la NUPES, mais je pense qu'en effet, c'est un beau débat qu'on n'aura pas ce soir, une partie des Français juifs ont considéré que la gauche n'était plus leur horizon et leur débouché à l'aune peut-être de ce qui a été vécu dans le déni que j'évoquais aux années 2000,
ou de prise de position d'une minorité d'entre eux plus récente. Mais est-ce que ça suffit à s'éloigner d'une famille politique sur laquelle on est sur des combats qui ne peuvent pas être la seule porte d'entrée, je le redis. Voilà. Et c'est pour ça que ce que tu disais, Mathieu, sur la vision de l'effectivité de la promesse républicaine. Voilà. Moi, je veux saluer ce que fait le CRIF systématiquement. Voilà, je le dis, à chaque fois qu'il y a un acte raciste dans le pays, contre une personne d'origine chinoise, contre une mosquée, etc., il est présent dans l'expression de la dénonciation, considérant que le combat contre le racisme n'est pas l'affaire d'une segmentation de société, parce que sinon, on va revivre ce qu'on avait vécu dans le grand désarroi en février 2006, au moment de la mort d'Ilan Halimi, où on s'est retourné, où il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. Et qu'on a à retisser ces coalitions et ces alliances avec les acteurs associatifs, avec les acteurs politiques, pour faire du combat républicain, évidemment, un combat universaliste et pas uniquement une juxtaposition. Et j'en termine par là. Le contraire d'universalisme, c'est séparatisme. Voilà. Et il y a des séparatismes dans la société. Ethniques, religieux. C'est pour ça que je pense que la laïcité est un outil de protection, incontestablement. Mais parce que je suis de gauche, je pense aussi que, et ce n'est pas une circonstance atténuante qui exonère, mais je pense que si on combat avec la même énergie les séparatismes sociaux qui abîment notre société, les séparatismes éducatifs à plein d'endroits, on fait aussi œuvre utile. Et c'est ça le sens d'un projet politique qui ne regarde pas le débat politique uniquement à l'aune de cette question absolument essentielle et cruciale, mais qui ne peut pas écraser, se substituer à ce que, d'une certaine manière, Geoffroy Didier appelait de ses voeux tout à l'heure, le rétablissement d'un bon vieux clivage gauche-droite, parce que je pense que c'est dans l'indifférenciation que naissent les confusions et les monstres. Merci Jérôme Guedj. Un mot de conclusion, Mathieu Lefebvre. Merci beaucoup. Non, mais je crois qu'on a une vraie différence d'appréciation. Vous considérez qu'on peut et qu'on doit débattre avec tout le monde, quitte à avoir des coalitions. Vous avez prononcé le mot. Moi, je pense que l'antisémitisme, c'est une grave offense à l'homme en général. Et je pense qu'il ne faut pas parler, pas discuter avec des gens qui en font preuve. Voilà, c'est une divergence d'appréciation. Et dans le fond, vous appelez à élargir l'arc, le combat pour l'universalisme. Mais vous appelez à l'élargir avec des gens qui font montre d'un irrespect et d'une envie de détruire cet universalisme. Je pense que c'est assez contradictoire. Mais je veux terminer par une note d'espoir. Moi, je pense qu'il faut distinguer les politiques des gens. On peut convaincre les gens, mais il y a des politiques qui ont fait des choix par pur électoralisme. Il faut bien l'avouer ici ce soir. Et moi, de ce point de vue, je suis navré, mais je mets sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite. Vous avez une extrême droite qui n'a jamais renié les paroles que je ne veux pas répéter ici, mais que tout le monde connaît, absolument détestables, sur les Juifs de France et évidemment sur la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez une extrême gauche aujourd'hui qui se vautre dans de nouveaux antisémitismes. Mais je veux terminer sur une note d'espoir. Vous avez parlé des outils juridiques avec Caroline Yadan, qui était là tout à l'heure. On a déposé une proposition de loi, Jérôme Guedj, pour émettre un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt, notamment pour les personnes qui se livreraient à l'apologie de crimes à caractère raciste ou antisémite, ou évidemment l'apologie de crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a aujourd'hui des passeurs de haine qui, au-delà des frontières, peuvent en toute impunité continuer à faire l'apologie de tel type de crimes. On veut, avec Caroline Yadan, pouvoir intercepter ces personnes. Je suis sûr que ça retiendra votre approbation, Jérôme Guedj. Je suis certain que l'Assemblée nationale saura adopter ce texte et qu'on aura un universalisme, pas de circonstance, mais d'avenir, je crois. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je laisse à Jonathan Arfi le soin de conclure. Donner le classique cadeau à chacun des intervenants de cette table ronde. Alors, désolé, Jérôme, ça n'est qu'un facsimilé. Mais tu as vu, le bibliothécaire l'a repris. Il le reprend, c'est vraiment... Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Merci. Non, écoutez, pour conclure très rapidement, parce que l'heure a tourné, je voulais vous dire à quel point cette soirée a illustré
non pas la centralité, mais la manière dont la question juive est une question éminemment tissée au cœur de la question républicaine. Parce qu'à partir du point de départ qui était le nôtre, l'émancipation des Juifs de France, on est arrivé à des questions éminemment centrales aujourd'hui dans le débat sur non pas seulement la place des Juifs dans la société française, mais bien la manière dont la République se conçoit elle-même, la manière dont elle conçoit son avenir, et la manière dont, évidemment, on aborde la capacité à rassembler tous les Français, et pas simplement les Juifs. C'est quelque chose qui, je dois dire, continue à me fasciner d'une certaine manière, cette place singulière qu'occupe cette question juive dans la République encore aujourd'hui. Je dois dire que je ne me l'explique pas totalement, que c'est un exercice sans fin que de se questionner autour de ce point-là, mais qu'on continuera au CRIF à le faire. Ça explique peut-être aussi pourquoi le CRIF a une place singulière dans le débat public. Il n'a pas vraiment de comparable. Il est l'objet souvent, effectivement, de quelques attaques. Alors, la dernière en date, vous l'avez rappelé, c'était celle venue de Jean-Luc Mélenchon au mois de juillet. Mais ça me permet peut-être d'expliquer une des raisons de l'expression que j'ai eue à ce moment-là. Ce qui me hante, c'est la possibilité qu'en 2027, l'extrême droite puisse l'emporter. Et ça me hante au point d'être effectivement exigeant avec tous ceux qui prétendent jouer un rôle dans ce combat-là. Et ce que j'ai énoncé d'abord chez Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas seulement l'antisionisme, le rapport obsessionnel aux Juifs et autres. Il y a eu des moments pour le dire, je l'ai dit, et on le redira quand c'est nécessaire. Mais ce que j'ai dénoncé à ce moment-là, c'est surtout le fait que je trouvais son attitude contre-productive, pour le dire dans des termes raisonnables, dans le combat contre le Rassemblement national. Et je pense que les outrances qui sont celles d'une partie de l'extrême gauche jouent en fait pour le Rassemblement national en 2027. Et c'est un désaccord de stratégie. Mais je suis d'accord sur l'essentiel. Ce qui plane malheureusement en termes de menaces politiques, c'est évidemment le risque de l'élection du Rassemblement national. Mais dans ce combat-là, nous avons effectivement de la clairvoyance à avoir aussi vis-à-vis de l'extrême gauche. Il me revient de vous remercier très chaleureusement, de vous être plié à ces règles du jeu un peu strictes sur le temps, et je m'en excuse auprès de chacun des intervenants, d'avoir joué le jeu du débat aussi, de vous donner rendez-vous aux uns et aux autres pour les années à venir le 27 septembre. Vous avez donc la date, avec l'idée de poursuivre ce dialogue incessant entre les Juifs et la République dans ce cadre-là. Merci à vous.